Nous sommes jeudi 15 mai 2025, ici Danick Julien et voici votre bulletin d'information qui couvre l'entièreté de l'actualité de la région de Portneuf. Info, CJSR, bonne émission. Des sériculteurs de Portneuf sont menacés par Hydro-Québec pour le passage d'une nouvelle ligne haute tension. Christian Hébert nous en parle. La Fondation Santé Portneuf a tenu son grand bal vendredi dernier. Mathieu Plante, directeur général, sera des nôtres. Deschambault-Gontienne a reçu près de 110 000 $ de la part du gouvernement pour le développement de son parc industriel. Et finalement, l'école de la Morelle de Saint-Hubert, une nouvelle classe extérieure, Arthur Bordelot a capté des images. Bonne émission! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La Fondation Santé Portneuf a organisé son deuxième grand bal vendredi 9 mai dernier. Le but, récolter des fonds pour financer ses activités qui permettent d'améliorer les services de santé dans la région. Ce but, on peut le dire, a été grandement accompli. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec M. Mathieu Plante. La Fondation Santé Portneuf a organisé son deuxième grand bal vendredi le 9 mai dernier. J'ai avec moi le directeur général Mathieu Plante. Bonjour Mathieu. Bonjour, ça va bien? Ça va bien vous? Ben oui, ça va super bien. On va parler de ce grand bal-là qui avait pour but de récolter des fonds pour financer vos activités, améliorer les services en santé dans la région de Portneuf. Ce but a été, on va le dire, accompli de manière grandiose, mais je vais vous laisser tout à l'heure vous-même dévoiler les montants. Par contre, j'aimerais commencer parce que ça a été un succès juste au niveau des invités. Vous avez eu 270 invités pour cette première édition. Oui, on était vraiment plus que complet. On avait prévu une salle à 250. On a réussi à rajouter 2 tables de 10 pour 270. Puis on avait même une liste d'attente de gens qui voulaient participer qu'on n'a pas pu malheureusement inviter lors de la soirée. Fait qu'au niveau du nombre d'invités, là, on est comblé, ça c'est sûr et certain. Vous aviez, pour l'événement, des présidents d'honneur, oui. Donc M. Christian Giguère et sa conjointe Guyane Paquette. Oui, effectivement. Évidemment, comment vous avez fait pour sélectionner ces personnes à titre de président d'honneur? Bien, en fait, c'était des personnes qui avaient déjà contact avec des membres du conseil d'administration de la Fondation. Puis on les a approchés lors de mon arrivée là, en novembre dernier pour voir leur intérêt puis voir s'ils étaient prêts à contribuer avec nous. Puis ça a été naturel. Ça s'est fait de façon très, très naturelle. Les deux ont embarqué dans l'aventure. Puis une chance qu'ils étaient là. Ils ont fait un travail formidable. Oui, parce que justement, pour les 270 invités, je comprends qu'ils ont aidé là, dans les invitations. Ah oui, c'est plus de la moitié des invités là, qui ont été invités personnellement par nos coprésidents d'honneur. Puis on est très, très choyés de les avoir. En plus, M. Giguère, qui est propriétaire de Machitech ici dans Portneuf, là, était notre présentateur avec sa compagnie, accompagné de Desjardins aussi, qui nous a appuyés fortement. Donc, ça a été... on ne peut jamais dire que c'est facile remplir une salle pour un événement comme ça, mais ça a été beaucoup plus facile en étant entouré de gens comme ça. Et il y avait quand même une programmation, il y avait une thématique dans ce grand bal. Pouvez-vous nous en parler? Oui, en fait, c'était un grand bal où on voulait mixer, puis de façon secrète, on ne l'avait pas annoncé à personne, des prestations musicales qui sortent de l'ordinaire avec des numéros un peu plus de cirque. Donc, il y a eu une alternance là, avec notre
porte-parole qui était la maître des cérémonies, Cathy Julien, qui était notre maître de cérémonie lors de la soirée. Il y a eu une alternance entre des prestations musicales, entre autres une grande dame qui était accrochée au plafond, qui chantait de l'opéra en faisant des pirouettes et tout ça, combiné avec, un peu plus tard, on a eu un homme drapeau qui est venu faire une prestation par rapport à ça, et une séquence là, musicale et cirque qui était vraiment intéressante. Puis, on a complété ça avec un encan crié qui a été fort en émotion. Ça a été vraiment intéressant. C'est Christian Giguère qui l'a animé. On a eu un invité surprise qui était Yvon Lambert, un ancien joueur du Canadien, qui était sur place aussi, qui est venu faire une partie de l'encan. Donc, je pense que les gens ont beaucoup apprécié tous ces moments-là. Puis, ça a été, comme on l'a dit en entrée de jeu, un succès. Et là, je vous pose la question, quel était votre objectif au départ pour le Grand Bal? En fait, on avait un objectif ambitieux qui était de ramasser 100 000 net qui va vraiment à la cause pour financer différents projets en santé dans la région. Très rapidement, avec l'engouement que ça a suscité, on s'est rendu compte que c'était réaliste, même si c'était exigeant. Puis on a eu une très, très belle surprise à la fin d'annoncer un 160 000 net. Mais ça ne s'est pas arrêté là. En fait, on a eu une surprise de nos coprésidents d'honneur qui sont venus sur la scène une fois qu'on a dévoilé le montant pour dire qu'eux doublaient le montant. Donc, on a eu un grand don de la famille, la Fondation familiale Giguère, de 160 000 en plus. Donc, le grand total pour notre Grand Bal 2025, c'est 320 000 net. Et un montant comme ça, vous, en tant que directeur général, ça doit ouvrir des perspectives ou même faire du bien là, de voir effectivement, ce soutien-là. C'est sûr qu'en début d'année, on projette toujours combien on va être capable d'investir, combien de projets on va pouvoir soutenir et tout ça. Ça vient d'ouvrir les possibilités là, pour les prochains mois. Donc, on est déjà en train de travailler avec les équipes du CIUS, les équipes sur place pour voir qu'est-ce qui serait pertinent de financer parce que ça ouvre des possibilités puis on va faire un impact concret sur le terrain. Avez-vous déjà quelques plans concrets de réfléchir ou vous êtes encore à la phase de l'élaboration? On est encore en élaboration parce que c'est vraiment une surprise d'avoir 3 fois plus d'argent que prévu. On avait déjà des projets qui sont en travail à ce niveau-là, d'autres qu'on avait mis un petit peu plus loin. Fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous annoncer de scoop, mais ça va me faire plaisir de revenir dans les prochaines semaines parce qu'on va avoir des très, très belles annonces à faire. Et c'est sûr qu'on va vous réinviter. Bon, le Grand Bal, il y avait eu une première édition en 2023, deuxième en 2025. Est-ce que c'est quelque chose qui va être appelé à revenir? Oui, en fait, ça va devenir un événement annuel. Donc, on a déjà annoncé qu'en 2026, ça va être de retour. On n'a pas la date et l'endroit parce qu'on est en train de voir comment on peut amener cet événement-là encore, pas nécessairement plus grand, mais de garder un certain niveau puis arriver avec d'autres nouvelles surprises. Donc, dans les prochains mois, on devra faire une grande annonce là, sur la prochaine édition en 2026. Bien, au nom de l'équipe CJSA, félicitations pour le succès de votre événement. En terminant, j'aimerais peut-être vous rappeliez la mission de la Fondation Santé Portneuf pour ceux qui vous connaissent un peu moins. Oui, la mission de la Fondation, c'est d'appuyer tous les soins de santé qui sont dans la région de Portneuf, de la naissance jusqu'à la fin de vie, que ce soit dans l'hôpital régional à Saint-Raymond, les CLSC, les CHSLD, l'urgence à Saint-Marc-des-Carrières, tous les soins à domicile, les soins palliatifs à domicile également. Donc, vraiment, tout ce qui touche les soins de santé pour les citoyens de Portneuf, on va faire une différence notable là, avec les dons qui nous sont gentiment donnés pour faire une différence. Vous avez d'ailleurs déjà plusieurs grandes réalisations à votre actif et vivement de voir la suite des choses. Oui, on a bien hâte. Mathieu Plante, merci beaucoup. Merci beaucoup, Danick. Merci. Pour ceux qui nous rejoignent, on a eu un petit problème technique. On poursuit maintenant le bulletin d'information. La municipalité de Deschambault-Gonzine a annoncé lundi qu'elle entame les étapes qui mènent à l'implantation d'une stratégie d'aménagement durable ayant pour but d'attirer des entreprises étrangères dans le parc éco-industriel Thérèse Sauvageau. La municipalité souhaite devenir un modèle de référence pour des projets industriels axés sur la production et la valorisation de l'énergie de sources renouvelables, tout en favorisant le maillage avec des entreprises québécoises qui œuvrent déjà dans le secteur. Concrètement, le parc industriel a une vision précise du type d'entreprise qui pourrait s'installer sur son territoire et de ce fait cible les partenaires potentiels. Vincent Caron, député de Portneuf, se dit heureux de l'investissement du gouvernement. Il était sur place lors de l'annonce à Deschambault-Gonzine lundi. Voici ce qu'il avait à dire. Je suis vraiment très heureux que notre gouvernement puisse accompagner le projet à hauteur d'environ 110 000 $, qui n'est pas une dépense, hein, c'est bien un investissement qu'on fait ici à Deschambault-Gonzine pour soutenir
la stratégie d'aménagement durable. Hein. Bien souvent, on voit dans d'autres endroits que, oui, il y a une stratégie, mais on n'y ajoute pas ces mots importants de développement durable, et vous l'avez ajouté ici. Donc, j'ai bien hâte de voir comment on va réussir à mettre en valeur ce plein potentiel qui s'offre à nous. Pour Patrick Bouyer, maire de Deschambault-Gondine, il est important de développer intelligemment la vocation industrielle de Deschambault-Gondine. Il explique les créneaux précis qui ont été identifiés. L'aluminium, pour nous, il faut le consolider. De quelle façon? En allant chercher des entreprises qui sont complémentaires à l'aluminium, des fournisseurs de services, des équipementiers, peut-être de la transformation. Et c'est ça qu'on va prospecter, c'est ça qu'on prospecte déjà. Et en toile de fond, qu'est-ce qu'on a? Les énergies renouvelables. Autre créneau qu'on a décidé de cibler parce qu'au Québec, résolument, on est dans la transition énergétique. Comme Vincent l'a mentionné tout à l'heure, on est là. Qu'est-ce que nous, on peut faire à l'échelle de la MRC de Portneuf, mais à l'échelle de Deschambault-Gondine? C'est de développer justement les énergies renouvelables, que ce soit de la production ou des industries qui produisent du matériel, des équipements en lien avec les énergies renouvelables. Ça peut être pour le secteur du solaire, pour le secteur des biogaz, ça peut être la biomasse, ça peut être l'électricité. Écoutez, c'est très varié, mais ce sont ça les créneaux qu'on a déterminés pour les prochaines années. Kim Cornelissen, agente de développement au parc industriel Thérèse Sauvageau, explique quant à elle les particularités entre le parc industriel de Deschambault et Saint-Raymond, par exemple. Elle donne l'exemple des incubateurs d'entreprises. La municipalité, il y avait l'idée d'un incubateur. Sauf qu'après analyse, on a réalisé que les entreprises qui sont déjà là et celles qui s'en viennent ont toutes des technologies matures. Donc, un incubateur n'aurait pas un rôle. Autant c'est important à Saint-Raymond, autant ici, c'est comme moins évident parce que ce n'est pas le type d'entreprise qu'on attire, vu qu'elles sont aussi souvent, étant d'être plus grosses. En fait, d'en apprendre plus sur le dossier, j'ai réalisé l'entrevue avec Mme Cornelissen et M. Bouyer suite à la conférence de presse. Voici l'entrevue. Alors, je suis présentement avec Kim Cornelissen, agente de développement commercial et industriel de la municipalité de Deschambault-Gondine. Bonjour. Bonjour. Également le maire de la municipalité qui est avec nous, Patrick Bouyer. Salut, Danny. J'ai quelques questions parce qu'on a procédé à une annonce aujourd'hui d'une aide financière du gouvernement du Québec pour le parc inco-industriel Thérèse Sauvageau. Avant de parler de cette annonce-là, j'aimerais peut-être, parce que le parc est particulier, il n'est pas comme les autres parcs qu'on peut connaître dans la région. Donc, qu'est-ce qui distingue le parc inco-industriel Thérèse Sauvageau là, dans l'ensemble des autres parcs qu'on peut retrouver? Bien, en fait, il est probablement le seul parc au Québec qui est fait comme ça, c'est-à-dire que c'est un parc qui a tous les équipements. En raison de la présence d'Alcoa, on a en masse d'électricité, de gaz naturel, on est près des autoroutes, tous les avantages, dans le fond, qui sont arrivés avec l'aluminerie. Mais en même temps, c'est un parc qui est en forêt, qui a des milieux humides, qui a des rochers et tout ça. Alors, en 2025, on peut profiter des deux aspects ensemble pour aller chercher du moyen et du grand gabarit, qui est également un des seuls parcs de la capitale nationale qui permet d'en avoir de la moyenne et de la grande industrie. On parle de 3-4 hectares minimum. Là. Donc, vous avez beaucoup plus d'espace que certains parcs, de ce que je comprends. Oui, mais en même temps, on a aussi plus de limitations. Il faut vraiment aménager ce parc-là. C'est le but de la présente subvention, entre autres, de l'aménager pour conserver les atouts naturels et les atouts industriels. Mais si je peux juste me permettre une précision, parce que c'est important, ça. Effectivement, c'est un grand parc. Ouais. À l'origine, là, c'est un parc de 600 hectares qui était destiné à accueillir une aluminerie, il faut le préciser. Et sur ce 600 hectares-là, il y en a quand même très peu d'utilisés. On parle de 200 hectares à peu près. Sauf qu'il en resterait techniquement 400. Mais comme vient de le mentionner Kim, quand on considère l'ensemble des potentiels qu'on trouve au niveau du couvert rocheux, des milieux humides, etc., il reste à peu près 200 hectares qu'on pourrait exploiter. Là. Et en plus de tout cela, il y a une zone tampon de 400 hectares qui appartient à la municipalité de Deschambault-Gondine également. Fait que c'est immense comme territoire. Et puis, justement, vous ciblez les entreprises et partenaires pour le parc. Et j'aimerais savoir, vous avez un objectif précis. En quoi ça correspond aux valeurs de Deschambault-Gondine, M. Bouyer? Bien, en fait, dès l'inauguration de notre vision stratégique 2024-2030 l'an dernier, on avait fait ça il y a 1 an, au Moulin de la Chevrotière, on avait énoncé clairement quelles étaient les valeurs. Puis ces valeurs-là ne sont pas désincarnées de ce qu'est Deschambault-Gondine. Développement durable, innovation et création de richesses. Le développement durable chez nous, c'est une tradition qui est inculquée depuis l'avènement d'Alcoa, même auparavant. Mais si on regarde juste depuis l'avènement d'Alcoa, il s'est créé
créé un fonds de développement pour les collectivités durables qui est ancré justement sur la notion de développement durable, le social, l'économique, l'environnement. Puis on ajoute un quatrième volet qui est la culture. Alors, on est à Deschambault-Grondines. Pas besoin de développer trop pour comprendre pourquoi est-ce qu'on retrouve la culture là. Ensuite, l'innovation technologique, l'innovation sociale. Deschambault et Grondines, deux collectivités qui, au fil des ans, se sont démarquées justement avec toute cette question de l'innovation, que ce soit en matière de culture, que ce soit en matière de développement communautaire, que ce soit dans d'autres secteurs d'activité, on a toujours été là au niveau de l'innovation. Puis la création de richesses, bien ça, je dirais que c'est, tu sais, dans l'historique, on est à Deschambault présentement. Deschambault, il y a toujours un volet commercial très fort. Hein? Et c'est pourquoi on retrouve encore aujourd'hui tout un chapelet de petits commerces de proximité. Ça a toujours été dans notre ADN un petit peu. Alors, c'est des valeurs qui sont vraiment ancrées chez nous. On a voulu bâtir cette vision-là du parc éco-industriel Thérèse-Sauvageau sur ces valeurs de base. Évidemment, tout ça se décline en orientation, en action, en objectif, etc. Là. Mais voilà. Puis, justement, le gouvernement, Vincent Caron était ici tout à l'heure, a annoncé un investissement de 110 000 environ. Vous en avez parlé un petit peu, mais en quoi cet investissement-là va aider le parc? En fait, il y a trois choses. Le premier, c'est vraiment de faire un plan d'aménagement durable pour s'assurer que les entreprises qui s'en viennent, entre autres, qu'il y a vraiment un gagnant-gagnant entre la nature et l'industrie, ce que je disais tantôt. La deuxième, c'est qu'on a un 56-57 hectares qu'on veut caractériser de façon précise pour voir si on accueille une entreprise qui est beaucoup plus grosse, par exemple, une entreprise qui demanderait, mettons, 35 hectares, bien, tout le travail de caractérisation va déjà être fait. Est-ce qu'il y a de la contamination? Tout ça va déjà être fait, ce qui est beaucoup plus attirant pour les entreprises et ils gagnent beaucoup de temps. Et le troisième, c'est une vitrine, c'est-à-dire est-ce que, comme j'en parlais un petit peu tantôt, vu qu'on a les entreprises qu'on attire et qu'on a ont des technologies matures, est-ce qu'il y a un intérêt à ce qu'elles travaillent entre elles? Et à ce moment-là, il y aurait un bâtiment dans le parc et on regarderait comment elles peuvent travailler ensemble. C'est les parties prenantes, on travaille avec les universités, les principaux partenaires vont être là, les organisations, pour voir est-ce que ça répond à une structure qui serait une solution alternative, non pas pour les petites pousses avec les incubateurs, mais pour les entreprises qui ont des technologies matures et pour les mettre en valeur aussi ce qu'elles font. Alors, pour conclure, de ce que je comprends, c'est de la planification qu'on va faire pour assurer le bon fonctionnement et le bon déroulement de l'objectif que vous avez avec le parc. C'est ça. Et ce qu'il y a dans le parc qui est particulier, c'est ce qu'on appelle la synergie industrielle. C'est que déjà, quand une entreprise s'implante, on regarde comment elle peut travailler avec les autres et ces gens-là veulent travailler ensemble. L'exemple de la boucle de chaleur qu'on essaie de mettre en place, où tu as déjà Énergir qui est là, Alcoa qui est déjà là, la municipalité est déjà là et d'autres partenaires, bien, c'est vraiment la preuve qu'on veut travailler ensemble et que c'est comme ça qu'on y gagne. Parce qu'il y a une grande superficie, mais il n'y a pas tant de monde dans le parc non plus, mais c'est des plus grosses entreprises. Fait comment est-ce qu'on travaille ensemble? Puis un des effets que ça a, c'est que les entreprises, elles risquent d'être liées pour 20 ans au moins sur certains contrats. Fait qu'on sait qu'elles vont être là pour 20 ans. Parce qu'une des angoisses, je pense, qu'on pourrait avoir, c'est d'avoir une entreprise qui, 5 ans plus tard, s'en va, puis là, tu sais, qu'il y a un gros jeu immobilier, si je peux dire. Oui. Alors, ceci conclut notre entrevue. M. Bouillet, est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez rajouter? Non, c'est très complet. Quand Kim est de la partie, on n'a pas grand-chose à ajouter. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à l'entrevue. Merci beaucoup. Merci, Danick. C'est gentil. Au retour de la pause, dans le bulletin d'info CJSR, on vous parle d'un événement qui a eu lieu à Cap-Santé le 4 mai dernier. Joue-tu encore avec? Ouf, jette-moi ça. Tout ce qu'on jette continue d'exister. Chaque année, nous jetons plus de 6 millions de tonnes de déchets. Pensons à réduire, à réutiliser, pensons à mieux consommer. C'est avec un immense plaisir qu'on vous invite à assister à la saison 4 de l'IPA, la saison hiver 2025, qui aura lieu du 27 janvier au 26 mai prochain, tous les lundis soirs à 19h au cinéma Alouette. L'entrée est gratuite, alors venez voir nos matchs haut en couleur. Le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé a organisé un concert à bénéfice 4 mai dernier afin de pouvoir financer ses activités. Le Conseil organise les visites guidées de l'église durant l'été et lors du mois d'août. Offre aussi les dimanches en musique. Zachary Marchand était sur place pour un reportage la semaine dernière.
Les murs tremblaient à l'église de Cap-Santé lors d'un concert bénéfice dimanche dernier. Le spectacle a été organisé par le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé avec comme but d'amasser des fonds pour leurs activités estivales. Le Conseil du patrimoine est en charge des visites guidées à l'église. Tout l'été, il y a des jeunes qui travaillent ici pour faire découvrir le patrimoine de Cap-Santé, notre belle église. Donc, c'est dans aussi les activités du Conseil du patrimoine. Les fonds amassés au concert vont également être utilisés pour l'événement Les Dimanches en musique. Alors, à chaque dimanche du mois d'août, des spectacles classiques vont être organisés par le Conseil du patrimoine culturel. Habituellement, les gens se déplacent en grand nombre lors des concerts bénéfices annuels du Conseil du patrimoine. Dimanche dernier, Mme Filion s'attendait à plus de spectateurs, mais a été tout de même très satisfaite du concert. On vise toujours une centaine, mais on est très contents aussi. Les gens étaient là, étaient contents, heureux du spectacle. Le spectacle était un hommage à Claude Dubois et a été chanté par le musicien natif de Donnacona, Guy Doré. Pour l'assister, Manon Chénard était au piano, elle qui possède une école de musique sur le vieux chemin de Cap-Santé. Le chanteur, qui en est maintenant à plus de 54 ans dans le domaine de la musique, semblait satisfait de sa performance. Moi, ce que j'aime quand je donne des concerts, c'est de me sentir enveloppé, de m'entendre chanter. Le son était bon. Aujourd'hui, dans une église, c'est plus facile, disons ça, comme ça. Hein? La sonorité se promène. Il faut qu'il y ait un contrôle, bien sûr. Mais non, je suis satisfait parce que je pense que j'ai bien chanté. Maintenant, je joue bien du piano. C'est ça, tout le monde semblait satisfait. Les spectateurs ont eu droit à une surprise lors de ce concert. Flavie Baudet-Fournier, une étudiante de Manon Chénard, pratiquant elle aussi le piano, a eu droit d'interpréter 2 chansons lors de l'entracte. À la fin du spectacle, Flavie a dévoilé sa voix au public en accompagnant au chant Guy Doré lors d'une chanson. Le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé a déjà entamé ses recherches pour le prochain concert bénéfice de l'année prochaine. Un reportage de Zachary Marchand, CJSR, Cap-Santé. Une première marche des générations a eu lieu jeudi dernier à Saint-Raymond, organisée par la Table 05 de Portneuf. L'événement a rassemblé des centaines de personnes, enfants, adultes et aînés, pour une marche bienveillante. Auparavant destinée aux parents seulement avec la parade des poussettes, l'événement a donc été remodelé pour un événement 100% multigénérationnel. Alors, Cet événement a été un véritable succès. J'ai discuté avec Arwa Bégy, coordonnatrice de la Table 05. Voici ce qu'elle avait à dire. Ici Danick Julien, journaliste, présentement avec Arwa Bégy de la Table 05 ans pour parler de la marche des générations. C'est aujourd'hui un succès en ce moment parce qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui se sont déplacées. Comment vous voyez ça, l'événement? On est vraiment content d'avoir ce monde-là, puis on voit ça, c'est un vrai succès, puis toute la collaboration de partenaires qui sont impliqués, ça c'est la fruit de la collaboration, c'est sûr. Ça amène que c'est un succès aujourd'hui, puis les gens qui sont mobilisés pour venir et participer à notre événement, c'est vraiment magnifique. Et justement, vous avez beaucoup de partenaires aujourd'hui qui rendent l'événement possible. Pouvez-vous nous en parler? Oui, en fait, nos partenaires, c'est la Ville de Saint-Raymond, le Camp Portneuf, la Table de concertation des aînés, le Beugeotte et Placotine, les producteurs de lait de Québec, les producteurs de pommes de Québec, la Merci de Portneuf, Cinéma Alouette, le Cercle de fermiers de Saint-Basile, le Club des Lions de Saint-Raymond, la Licorne, Clinique Santé Active, Kinéforme, puis Manon Labrie. C'est tous des partenaires. Grâce à eux, cet événement il a eu lieu, le fruit de leur travail. Vous m'avez remis votre calendrier d'événements parce que la Table 05 ans se promène un peu partout dans le comté pour faire des événements pour justement activer les familles. Oui, en fait, nous, on fait des événements. L'unité mobile, ça promène depuis 14 ans. Oui. Puis depuis 2 ans, on se promène à l'année, puis nous, on offre des activités à proximité. Fait qu'on se promène l'été à 13 à 14 municipalités de la région de Portneuf, puis à l'année, on se promène dans 7 municipalités. À le reste d'année, on se promène dans
cette municipalité. Puis dans le but d'offrir des activités familiales, d'outiller les parents aussi, de faire en sorte que les parents socialisent entre eux aussi, puis qu'on soit à proximité de eux au lieu qu'eux se déplacent vers les événements. C'est pour ça qu'on se promène partout. Puis c'est sûr que l'événement, le TAP 051, c'est un partenaire, mais cette année, l'avènement, la parade de Possible, c'était anciennement juste pour les familles, mais cette année, on a ouvert cet événement à tout le monde. C'est pour ça qu'elle s'appelle la marche de génération. Donc, il y aura des personnes de tous âges, de toutes origines. Et on voit justement le succès. Bon, la marche commence dans quelques minutes. Oui. Je vais vous laisser retourner à l'organisation. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. On est présentement avec M. Christian Hébert pour parler d'une situation assez importante qui implique Hydro-Québec et nos acériculteurs à Portneuf. M. Hébert, vous êtes président de l'UPA Portneuf. Bonsoir. Bien le bonjour, Danick. Merci d'être des nôtres, M. Hébert. Et puis, on parle justement de cette nouvelle qui ne doit pas faire plaisir à nos acériculteurs parce que, vous êtes bien au courant du dossier et ça remonte quand même à 2024. J'aimerais que vous nous parliez un peu de l'historique de tout ce dossier avec la ligne de tension Hydro-Québec et puis l'inquiétude que ça cause chez les acériculteurs. C'est beaucoup plus large que Portneuf. Si on se ramène là, presque 2 ans, le Québec a été en surplus énergétique, puis même avec l'efficacité énergétique, on nous disait qu'on allait avoir de l'hydroélectricité pour les 20 prochaines années. Oui. Et avec tous les contrats qui ont été donnés, en fin d'année 2024, Hydro-Québec s'est lancé dans un projet majeur, probablement le plus grand projet depuis la construction des grands barrages, qui est un nouveau réseau de lignes de 735 kV. Celui qui nous touche, c'est celui de la vallée du Saint-Laurent, qui va traverser Portneuf-la-Mauricie jusque dans la Nodière. Et c'est en plein cœur de notre territoire agricole. Et c'est quelque chose qui est inquiétant parce que pour les acériculteurs, ça peut représenter de lourdes pertes. Pouvez-vous nous en parler? C'est des très lourdes pertes. Nous autres, on est toujours en mode écoute. Trouver une solution. Les producteurs agricoles, c'est pas des gens qui disent « pas dans ma cour ». On est habitués. Ouais. Les lignes hydroélectriques, des pipelines, c'est sûr, on préférerait pas les avoir sur nos terres, mais il faut bien que ça passe quelque part. Fait que quand ça passe, au moins qu'on paye pour le dommage qu'il y a. Fait que quand on a commencé les discussions avec Hydro-Québec au mois de novembre dernier, on nous promettait qu'il allait avoir des consultations qui allaient être faites. Les producteurs allaient être consultés, puis on allait avoir le meilleur tracé. Par contre, dans un article du Courrier Portneuf paru cette semaine, vous avez été cité comme quoi la Société d'État aurait peut-être déjà fait le tracé à l'avance. Donc, ces consultations-là, peut-être que finalement, c'était que du vent. Pouvez-vous expliquer un peu ça? Bien là, au fur et à mesure de nos discussions, on le voyait déjà qu'il y avait une fermeture, sans que ça soit dit. On voyait leur orientation et la semaine dernière, la grande séance de consultation avec les producteurs dans Portneuf avait lieu à Saint-Alban. Il y avait au moins une centaine de personnes qui étaient là et le tracé nous a été présenté. Il n'y avait pas un plan A, un plan B, un plan C, c'est celui-là. Et c'était un choc pour les producteurs et plus qu'un choc, ça a même été perçu comme de l'intimidation. C'était une rencontre où tu as des acériculteurs d'un certain âge, leur relève, la rencontre se tient sur l'heure du souper, viennent accompagnés de leur enfant. Puis en arrivant au golf à Saint-Raymond, la salle où il y avait la rencontre, quelle surprise de voir la Sûreté du Québec qui montait la garde à l'entrée du golf, d'avoir des policiers à chacune des portes des toilettes. Mais à quoi ils s'attendaient? Et rapidement, on l'a compris. Quand tu expulses de chez eux des gens, que tu leur enlèves le petit peu qu'ils ont, de l'aménagement forestier qu'ils ont fait pendant des années, que c'est leur gagne-pain, que c'est leur fonds de pension et que tu leur arraches tout sans compensation, Hydro s'est dit,
Quant à ça, je vais être accompagné de la police. On ne sait pas comment ils vont réagir. C'est vraiment triste. C'est probablement un des plus grands drames humains à grande échelle qu'on vit aujourd'hui dans Portneuf. On parle du tracé, on a une photo, on a une image que j'aimerais qu'on passe en ce moment. Bon, on voit là que ça passe tout près de Saint-Hubald jusqu'à tout près de Sainte-Christine d'Auvergne. Est-ce que vous avez déjà des données au nombre d'entailles ou des données auprès des agriculteurs, comme quoi, quels seront les impacts de ce tracé-là qu'on voit à l'écran? C'est plus d'une centaine d'hectares en érable, hein. 23, grosso modo, 23 000 entailles, dont beaucoup sont déjà sur contingent, c'est-à-dire les producteurs les exploitent, ont déjà la tubulure, leur station de pompage, font des barils de sirop d'érable, qui est notre or blond, hein, ont déjà des quotas pour les vendre, pour les envoyer dans le réseau là, de la fédération, puis directement la mise en marché. C'est pas un truc que je te dis, ben peut-être un jour ça va se faire, ça se fait présentement. Hein. C'est Portneuf qui a le plus gros potentiel de croissance au niveau de la sériculture, puis là, on va détruire notre gang-pain. Hein. Oui, on peut revenir à l'image de cette entrevue, justement. Monsieur Hébert, il y a également, j'imagine que avec les producteurs, il y a d'autres alternatives que vous auriez espérées. En fait, est-ce que pour vous, un meilleur dédommagement, ça serait acceptable ou on voudrait vraiment un tout nouveau tracé là, pour ça? Ben, le choc, comme disait l'autre, le monde a eu un sentiment, là. Oui. C'est menteur, voleur, tricheur. Menteur, on nous avait dit qu'il y allait avoir plusieurs tracés qui allaient être proposés. Puis là, rapidement, on se rend compte qu'un tracé plus au nord, une très grande entreprise qui a des droits de coupe a déjà vendu ses crédits carbone à une entreprise étrangère. Ça veut dire que dans Portneuf, on n'est même plus chez soi. Fait qu'Hydro-Québec se sont dit, bon, ben, ils ont vendu les crédits carbone. Ça ne nous tente pas trop de jouer dans ce cours-là. À la place de ça, on va passer chez les producteurs, on va pas les compenser. Fait que vraiment, les gens là, se sont sentis mentis quand ils devaient avoir les consultations. Voleurs, là, des érablières qui vont être bûchées à blanc, hein, que c'est le travail de nos producteurs qui produisent du sirop-là, ils se le font voler. Hein. Et tricheurs, là, quand on se rend compte que le tracé qui a été pris, là, désolé, là, mais c'est le tracé des pauvres. On a choisi une ligne droite chez des producteurs en se servant d'une clause disant qu'ils ont été compensés en des montants de 150 à 400 $ en 1965. Hein. Et tout ça, là, 90% du trajet, c'est des producteurs agricoles qu'on exproprie, qu'on les botte de là, et le 10% qui reste, hein, oh ben là, c'est la surprise. Hein. Quand on était là, puis ils nous présentaient justement le bout qu'on voit sur la carte, c'est des ententes de gré à gré, hein, pour des valeurs de plusieurs millions de dollars, hein, avec des amis du gouvernement. Hein. Pour ça que je vous dis, menteur, voleur, tricheur. On l'avait dit, on le savait que ça allait être un dossier chaud, l'UPA de Portneuf pour l'année 2025, parce que nous autres, on pensait qu'on va trouver des accommodements avec les producteurs pour trouver le meilleur tracé. Mais non, on nous tasse de là, on nous jette comme si on n'était rien. Hein. Donc, pourtant, là, on en a des solutions. Hein. Pourquoi, là, Hydro-Québec là, ne crée pas un fonds sur un projet qui vaut des milliards de dollars, là, mettre quelques centaines de milliers de dollars là, pour engager des ingénieurs forestiers spécialisés dans la séricole, des gens qui sont neutres, pas reliés à l'État, pas reliés à l'UPA, puis qui accompagnent les producteurs. Voici les pertes, qu'est-ce que ça représente, puis on va donner la juste valeur. Si je te détruis un 100 000, un 300 000,
au moins, on va te compenser pour qu'est-ce qu'on te détruit. Hein. Ouais. Et vu que ça a un très grand impact sur ton entreprise, dans ce fonds-là, on t'offre certaines mesures pour comment sur ta ferme, comment sur le reste de ta production, tu vas être capable de compenser les revenus pour toi et tes relèves à venir pour le futur. Donc, adapter l'entreprise familiale au choc que ça cause, en plus d'être endommagé, c'est ce qui est souhaitable de ce que je comprends. Oui, mais malheureusement, on se retrouve avec une société d'État qui semble avoir l'aval du gouvernement, puis qui se dit, on n'a pas juste réhabilité Maurice Duplessis, là, on a réhabilité ses mesures, ses façons de faire. On a l'impression d'être revenu dans les années 50 et c'est choquant ce qui se passe. Nous autres, on est la voix de la raison, là. On préfère s'asseoir, discuter, voir comment on va accommoder nos gens. Des fois, déplacer un poteau, mettre un espacement plus gros pour pas avoir à détruire. Puis on nous dit non, on passe là. Puis au pire, on vous détruit. Hein. Vos entreprises, vos familles, vos relèves. C'est quoi la suite dans ce dossier-là? Bon, Hydro-Québec est-ce que va procéder à cette coupe à blanc, comme vous dites, ou est-ce qu'il y a des actions que vous pouvez prendre encore là, avant d'arriver à ce jour fatidique? Bien, c'est pas fini. Les consultations continuent pendant l'année. Là, vous avez pas vu, c'est pas seulement moi personnellement, là, c'est toute notre fédération régionale qui a dit on va supporter nos gens. Là. On va pas là, les laisser vous traiter comme ça. On va vous appuyer. Je vous ai parlé de mesures concrètes. Hein. Là, on demande à ce que notre député ici du Québec, dans Port-Neuf, mette ses culottes, puis on va voir si un gouvernement comme celui de Legault, là, qui a dit qu'il allait appuyer ces gens, là, va pas mettre un frein sur sa société d'État puis dire « Regarde comment on peut travailler intelligemment ». Mais c'est sûr qu'on va les talonner. Et pour citer un producteur qui était présent la semaine dernière, un producteur forestier, qui est notre ancien député de Port-Neuf, Michel Matt, qui était député libéral, puis aujourd'hui qui est à la retraite, qui se porte très bien et qui justement se trouve à avoir une terre sur ce territoire-là où il va être dézoné, lui aussi sans compensation. Il est venu me voir puis il me dit « Regarde, ça paraît pas bien présentement, là, hein. On le voit, là, comment les producteurs dans la salle sont désemparés. Mais il dit, dites-vous, là, que c'est eux autres, Hydro-Québec, qui sont dans la merde et non nous autres. Hein, parce qu'on ne va pas abandonner. Hein. Des fois, là, c'est un producteur, c'est 500 érables qui est en production qui vont abattre. D'autres, ça va être 3000. C'est inacceptable. Là, hein. Fait qu'on ne va pas lâcher Hydro-Québec jusqu'à temps là, qu'il plie, hein, puis qu'on trouve quelque chose hein, qui est rentable pour la population du Québec, qui ne détruit pas notre économie ici dans Port-Neuf, puis qui permet là, que nos familles agricoles, demain, comme dans 50 ans, là, soient encore capables de vivre de l'agriculture. Christian Hébert, président de l'UPA Port-Neuf, merci d'avoir été des nôtres ce soir. Je vous remercie de vous être déplacé. Plaisir. On va vous réinviter pour d'autres dossiers, pour ce dossier-là également là, dans les prochains mois. On poursuit maintenant l'info CJSR. On parle de la ville de Saint-Léonard de Port-Neuf qui a maintenant son drapeau. J'ai parlé à Ludovic Pajot qui a mené à bien le dossier. Voici le segment. Je suis présentement avec Ludovic Pajot, agent de développement à la vie communautaire de Saint-Léonard, également responsable du service des loisirs. Bonjour Ludovic. Bonjour. Ludovic, vous avez travaillé sur un projet assez intéressant parce que Saint-Léonard, dans ses 125 premières années d'existence, n'avait pas de drapeau. La situation a été remédiée. Oui, c'est en plein ça. Donc, dans le fond, comme vous pouvez voir, juste ici, on a réussi à avoir notre drapeau grâce à la vectorisation de nos armoiries. Donc, dans le fond, on a pris un cadre, dans le fond, qui avait nos armoiries datant de 1965. Donc, dans le fond, on a réussi à avoir notre drapeau. La vectorisation a été faite, on l'a mis sur notre drapeau. Donc, ça a permis qu'on puisse avoir notre identité puis pouvoir montrer que nous aussi, on a un drapeau à Saint-Léonard de Port-Neuf. Puis, est-ce que ça a été une demande du conseil municipal de travailler là-dessus? Comment on en est venu à faire ce projet-là? Oui, c'était une demande du conseil municipal aussi. Plusieurs citoyens nous demandaient est-ce qu'on a un drapeau à Saint-Léonard? Puis la réponse, c'était non. Donc, on a réussi justement avec beaucoup de travail avec CB Impression à Saint-Raymond qui nous l'a vectorisé, le centre d'archives de Port-Neuf qui nous a fourni aussi les armoiries. Donc, ça a permis justement de pouvoir avoir notre drapeau. Donc, les citoyens sont très contents de pouvoir avoir leur drapeau ici à Saint-Léonard.
Est-ce que vous offrez des drapeaux aux citoyens qui le demandent? Comment ça fonctionne? C'est ça. Pour le moment, on n'en offre pas, mais ça va être dans les plans dans le futur, là, suite à la demande des citoyens, des choses comme ça, on va être capable peut-être d'en fournir sans problème. Merci Ludovic. Merci à vous. On poursuit dans le bulletin d'information. Maintenant, c'est le mardi 13 mai que l'école de la Morelle de Saint-Hubert a lancé son parc école et sa nouvelle classe extérieure nommée l'Atelier Nature. 100 000 $ investis ont été mobilisés pour le remplacement de modules de jeu, la planification d'un érable à sucre et la mise en place d'une classe extérieure. Voici la directrice de l'école La Morelle, Josiane Matt, lors de l'annonce officielle. C'est avec une grande fierté et beaucoup d'émotion que je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour l'inauguration officielle de notre parc école et de notre classe extérieure. Ce projet est né d'un désir profond, celui de rapprocher les élèves de la nature, de leur offrir un espace d'apprentissage vivant, flexible et inspirant. Un lieu où on peut observer, toucher, créer, réfléchir et collaborer, tout en étant en lien direct avec le monde qui nous entoure. Nous avons rêvé d'un environnement qui stimule la curiosité, le bien-être et le plaisir d'apprendre. Et aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. Le projet, au dire de la directrice du CSS de Portneuf, Laurie Leroux, témoigne du dynamisme de l'équipe école qui a investi beaucoup de temps pour réaliser le changement qui bénéficiera aux jeunes. La voici. On se réunit ici pour inaugurer votre projet ambitieux et innovant qui témoigne du fort engagement de l'équipe envers la réussite éducative de nos élèves. Vous savez, je disais tout à l'heure à des partenaires que l'équipe école de La Morelle, quand même, c'est une école phare. C'est une équipe phare. C'est une équipe de référence au niveau de la pédagogie dans notre centre de service. Donc, pour moi, aujourd'hui, je trouve que vous avez des installations pour aller encore plus loin dans vos aspirations, puis je trouve ça fabuleux. Donc, bien sûr qu'un projet comme celui-là, ça va au-delà des installations. C'est l'ouverture d'une fenêtre vers une pédagogie flexible, différenciée, à apprivoiser. De nombreuses études ont démontré que l'apprentissage en plein air présente des avantages significatifs pour nos élèves. Imaginons ces espaces dynamiques où l'enseignement traditionnel rencontre l'innovation pédagogique. Alors, tous ces beaux aménagements vont vous permettre d'explorer, de vivre une aventure, d'être en quête de connaissances, une occasion unique de vous connecter avec la nature et d'apprendre de manière interactive et pratique et de stimuler votre curiosité. La Fondation Alcoa s'est impliquée dans le projet de la classe extérieure. Voici le directeur de l'usine de Deschambault, Pascal Rochette. Donc, on a la Fondation Alcoa, nous, qui a plusieurs valeurs, dont deux importantes qui sont vraiment alignées avec ce que je pense que l'équipe école veut faire avec cette classe extérieure-là, c'est-à-dire le développement des savoirs et la protection de l'environnement. Je voudrais aussi souligner que c'est pas fini. On a une équipe de bénévoles qui veut, qui devait prêter main forte pour finaliser autour de la classe. Malheureusement, Dame Nature, justement, a décidé autrement, puis il a fallu reporter le projet, mais on va avoir une équipe de bénévoles de l'aluminerie qui vont venir donner un coup de main, qui est menée par Annick Dufour, une résidente. Poursuivons maintenant. Tout à l'heure, on vous parlait de Saint-Léonard avec le drapeau. Une autre nouvelle, on a appris aujourd'hui que le maire Archil Gladu a annoncé sa démission prochaine du poste. C'est ce qu'a confirmé l'administration municipale rejointe jeudi matin 15 mai. M. Gladu participe à un dernier conseil municipal en juin et pour la suite, ce sera donc sa démission qui entrera en vigueur. Pour le moment, nous ne savons pas ce qui a mené à cette décision. Alors, au retour de la pause, on parle avec M. François Drolette du comité VODI qui organise des conférences destinées aux aînés un peu plus tard dans le mois de mai. Joue-tu encore avec? Ouf, jette-moi ça. Tout ce qu'on jette continue d'exister. Chaque année, nous jetons plus de 6 millions de tonnes de déchets. Pensons à réduire, à réutiliser, pensons à mieux consommer.
C'est avec un immense plaisir qu'on vous invite à assister à la saison 4 de l'IPA, la saison hiver 2025, qui aura lieu du 27 janvier au 26 mai prochain, tous les lundis soirs à 19h au cinéma Alouette. L'entrée est gratuite, alors venez voir nos matchs haut en couleur. Alors, 2 conférences sont organisées par le comité Vas-y le 26 mai prochain. C'est un lundi. J'ai parlé avec François Drolette, le coordonnateur de l'organisme. Voici l'entrevue. On accueille le coordonnateur du comité Vas-y, François Drolette. Bonjour François, vous allez bien? Oui, bonjour Danick, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec toi. Merci d'être là. On parle d'une double conférence que vous allez avoir au comité Vas-y prochainement. Prévenir la fraude, ça commence avec vous et au volant de ma santé. J'aimerais qu'on parle de ces deux Écoutez, on a la chance de regrouper 2 conférences qui sont fort courues pour à l'intention des personnes aînées surtout. OK? Prévenir la fraude, naturellement, on est au courant de tous les stratagèmes et de l'imagination de nos fraudeurs. Donc, une bonne mise à jour qui peut être faite là, lors de cette conférence-là pour que les gens soient attentifs à ne pas se faire prendre par un fraudeur qui pourrait, par exemple, les contacter par téléphone ou par d'autres méthodes. Puis, l'autre conférence, c'est concernant au volant de ma santé, c'est la Société d'assurance automobile qui explique, pour les aînés, c'est quoi les étapes rendues, par exemple, plus de 75 ans, tu peux avoir une déclaration volontaire que tu peux faire pour ton état de santé. Puis à partir de 80, bien là, il y a une obligation d'examen médical aux 2 ans. Ouais. Et là, ils peuvent tous démystifier ça. Puis il y a moyen de prévenir un peu les soucis de ça en prenant soin de sa santé, par exemple. Par exemple, quelquefois, on vous donne des exemples, puis ça peut être simplement un examen de la vue. Il peut faire toute la différence pour vous, ou des conseils aussi simples que si votre vue est excellente, peut-être conduire le soir, peut-être pas une bonne idée. Peut-être d'éviter de conduire le soir pour se mettre à risque, mettre les autres à risque. Ça, cette conférence-là porte sur ces sujets-là dans l'ensemble. Puis la personne est une personne accréditée par la Société d'assurance automobile, donc elle va pouvoir répondre aux questions des personnes dans la salle. Ces 2 conférences-là, vous faites ça à quelle date? On fait ça le lundi 26 mai à 1h de l'après-midi au centre multifonctionnel. Chacune des conférences va durer à peu près 1 heure. Donc, on commence à 1 heure, on devrait finir vers 3h30. On a une collation pour les gens. Là, on va avoir une pause, là, café, jus, petits biscuits, des choses comme ça. Se délancer les jambes aussi. C'est pas toujours le fun de passer 2 heures assis. Là. Mais en moyenne, là, les conférences sont chacune d'1 heure approximativement, incluant les questions. Là. Donc, les gens vont avoir terminé là, vers 3h30. Donc, ces 2 conférences qui sont adressées aux aînés. D'ailleurs, ça cadre dans votre mission du comité Vas-y, vous, avec vos multiples services qui vont justement aux aînés. C'était naturel là, d'avoir ces... C'est tout à fait naturel. Puis quand on dit que ça s'adresse aux aînés, ça peut être aussi des enfants qui voient un peu leurs parents s'inquiéter, bien, qui peuvent venir assister à ça, là, des plus jeunes aînés, un peu comme moi, là, dans la soixantaine, là, tu sais, qui vont aller parce que les gens sont plus inquiets un peu plus tard, là, quand ils arrivent dans 75, 80, là, j'ai encore des gens, moi j'ai une bénévole là, qui conduit pour nous au comité Vas-y, qui fait encore des transports, qui a 84 ans. Oui. Donc, tu sais, c'est pas impossible de conserver ça. L'idée, c'est que la santé nous accompagne, les gens peuvent maintenir leur permis de conduire là, très longtemps. Là. Alors, lundi le 26 mai, lundi le 26 mai, à 1 heure, s'il vous plaît. Puis vous pouvez vous inscrire, idéalement, pour qu'on ait une idée, parce qu'on aimerait ça avoir de la collation pour tout le monde, pas se retrouver avec trop de gens. Donc, vous pouvez appeler au comité Vas-y, 337-4454. Parler à Élise, pour ceux qui la connaissent. Puis à ce moment-là, elle va prendre en note. L'autre idée dans ça, c'est de pouvoir vous faire un petit rappel le vendredi précédent pour dire, n'oubliez pas le lundi prochain. Des fois, que les gens ont des agendas, il y a des personnes... retraités qui ont des agendas fort chargés, fait que, pour être certain qu'ils ne manquent pas l'occasion là, de venir enrichir leurs connaissances. Donc, vos conférences que vous allez avoir le 26 mai, c'est 2 thématiques importantes. En plus, la fraude, on le sait, il y en a de plus en plus. François, je vous amène sur un autre sujet parce que vous avez, en janvier de cette année 2025, lancé le projet Super Voisin qui s'adresse justement à essayer de créer un réseau d'entraide dans le voisinage de Portneuf. Puis, vous l'avez lancé en janvier. Comment ça va, là? Ça va super bien. Notre projet a même été retenu cette semaine, mardi dernier. Nous étions au gala du 30e anniversaire d'Intergénération Québec. Oui. Et à ce moment-là, on soulignait, dans ce gala des 30 ans aussi, il y avait des mises en nomination.
pour des initiatives intergénérationnelles dans le courant de la dernière année. Le projet des supervoisins avait été retenu dans la catégorie communautaire. Ça, ils ont reçu au-delà de 100 projets pour se présenter dans 6 catégories différentes, donc 3 nominations par catégorie. Donc, on était dans les 18 finalistes, mais les 3 dans la section, dans la catégorie communautaire. Malheureusement, ce n'est pas nous qui avons gagné, mais c'est quand même un bonne petite tape sur l'épaule à notre projet de se faire dire qu'on a été reconnu au niveau d'Intergénération Québec, qui est un organisme qui œuvre depuis plus de 30 ans pour améliorer les relations entre les générations. Une reconnaissance importante là, pour un projet qui démarre en plus. Donc, On est sur le démarrage, puis effectivement, les gens qui étaient là, lorsqu'on a écouté la description des autres projets, on s'est regardé et on dit, mon Dieu, c'est pas nous qui allons gagner cette année, mais on est sur la bonne voie parce qu'on est vraiment au départ de ce qui pourrait être un projet qui pourrait être récompensé un peu plus tard, parce qu'il va être plus à arriver à maturité, disons. Alors, vous avez le vent dans les voiles, François Drolette, coordonnateur du comité OSI. Merci d'être venu parler autant, du supervoisin, mais notre sujet principal, c'était les 2 conférences qu'on rappelle les 2 conférences auront lieu le 26 mai prochain. En même temps, l'une derrière l'autre, au centre multifonctionnel avec des gens de la Sûreté du Québec pour vous entretenir de la fraude et des gens de la Société d'assurance automobile. Puis, rappelez-moi le numéro pour réserver. Le 418-337-4454, c'est le numéro du comité OSI, tout simplement. Puis vous parlez à Élise, pour ceux qui la connaissent, puis ça va faire un plaisir de prendre vos coordonnées, votre téléphone. L'idée, c'est de pouvoir vous rappeler pour vous remémorer qu'il y a une conférence importante qui se tient, pour ne pas l'oublier dans vos agendas, très chargés pour certains d'entre vous à la retraite. Donc, on vous attend en grand nombre, puis on va avoir le plaisir aussi de vous offrir une petite collation en même temps. Si on sait combien on attend de personnes, on va pouvoir avoir plus de plaisir gustatif à ce moment-là. On va être sûr d'en avoir pour tout le monde. L'invitation est lancée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Cerf-Volant de Portneuf a dévoilé sa programmation estivale aux familles de la région. Au menu, des activités variées tout au long de l'été. Premièrement, on trouve Bouge et Gigotte, atelier de plein air destiné aux enfants de 2 à 5 ans, accompagnés de parents ou grands-parents. C'est une activité d'exploration et de motricité, jeux, collation. Et c'est à partir de 9h30 jusqu'à 11h, tous les mardis à Deschambault, Grondines, à Pont-Rouge, à Saint-Raymond. On comprend que c'est en alternance, également à Donnacona. Du 3 juin au 12 août 2025. Deuxièmement, les rendez-vous des parents estivales. C'est des rencontres sympathiques en plein air pour discuter entre parents. Les enfants, évidemment, sont bienvenus. Ça se trouve à Pont-Rouge entre 9 et 9h30 et 11h les jeudis du 5 juin au 17 juillet. On trouve également Pédala Yoga en pyjama. C'est une session de yoga plein air conçue pour les enfants de 3 à 8 ans. Accompagné d'un parent ou encore grand-parent, période de calme et de détente en pyjama, tout juste avant l'heure du dodo, donc 18h30 à 19h15. Les mardis sur le site extérieur du CPA des Nids des Petits au Boisier de Saint-Raymond du 2 au 30 juillet. L'activité massage bébé de retour, session de 5 cours pendant l'été du 16 juin au 14 juillet. Et finalement, activité spéciale pour père-enfant sur la route des saumons. L'occasion pour les papas de faire une activité avec leurs enfants au programme Observation du saumon atlantique et aire de pique-nique entre 10h et midi le dimanche 22 juin à la passe migratoire de Cap-Santé. On parle maintenant de la Régie verte qui, en collaboration avec plusieurs partenaires, a inauguré le jeudi 15 mai, donc aujourd'hui, la station d'eau potable mobile qui se promènera un peu partout dans la région, dans les grands événements de Portneuf, tout au long de la saison estivale. Bien qu'active depuis septembre 2024, lors, par exemple, des fêtes gourmandes de Neuville, le lancement officiel de l'unité mobile arrive à point pour l'été 2025. Voici Bernard Gaudreault en conférence de presse. Alors aujourd'hui, la Régie régionale est fière de vous dévoiler l'acquisition que nous avons pu compléter avec le soutien financier d'Alcoa, qui est une station d'eau libre-service. Donc essentiellement, vous aurez la chance de voir ce nouvel outil de travail et d'équipement à travers plusieurs activités, événements régionaux. Et essentiellement, les gens vont être invités à utiliser leurs propres bouteilles réutilisables pour pouvoir approvisionner en eau potable. Alors, le préfet également, là, qui était présent, on a appris que déjà 10 événements ont été enregistrés pour l'utilisation de cette nouvelle ressource. Voici Isabelle Courtois de la Régie verte concernant la logistique.
Présentement, c'est la régie qui fait le transport, donc c'est moi ou en tout cas un autre employé de la régie qui va transporter la remorque sur le site de l'événement. On fait l'installation, on fait les branchements. Une fois que tout fonctionne, on remet la clé de la station à un responsable et pendant la durée de l'événement, c'est l'organisation qui est responsable de la station. Lorsque l'événement est terminé, bien, c'est la régie qui va venir récupérer, débrancher le système et récupérer la station. On veut éviter là, justement les bris sur la route, la mauvaise utilisation de la station. Donc, comme ça, on s'assure que la station va nous durer longtemps puis que l'investissement d'Alcoa va perdurer là, dans le temps. Lors de l'événement, il nous a été possible de voir l'intérieur du système. D'ailleurs, les municipalités souvent vont pouvoir brancher le système sur leur propre réseau au lieu d'avoir à utiliser le réservoir en place. Isabelle Comtois présente à l'intérieur de la remorque. Mais sinon, c'est relativement facile à utiliser, hein? Les boyaux sont fournis, on branche sur le système municipal, on vient se brancher ici. On ouvre les valves et voilà, ça fonctionne. Donc, c'est pas extrêmement compliqué à faire fonctionner. Lorsqu'on est sur le réservoir, comme présentement, c'est sûr qu'il y a également un moteur. Parce que, bon, il faut pomper, il faut actionner la pompe pour que l'eau se rende jusqu'aux buses. Sur un système municipal, on n'a pas besoin d'avoir la pompe, puisque c'est la pression du système municipal qui fait fonctionner, la station. Alcoa est partenaire du projet. Voici Marie-Josée Alain, représentante des communications. Évidemment, mais pour Alcoa, vous le savez, l'environnement, la protection de l'environnement, la gestion de l'eau, la gestion des résidus, ça a toujours été quelque chose d'important. Ça l'est depuis 33 ans, en fait. Et ça l'est pas juste à l'usine, mais à l'extérieur aussi de l'usine. Donc, quand vous nous avez contactés, en fait, pour voir ce qui était possible de faire dans le cadre d'une initiative comme celle-là, ça a été juste naturel pour nous d'emboîter le pas, d'être ici aujourd'hui. Bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de rendre ça disponible, accessible, à la fois simplement accessible. Hein? On est quand même en 2025, on semble aller dans plein d'événements, on veut se rassembler en plein air avec nos gens. Donc, de rendre ça disponible pour les municipalités, pour les organisateurs d'événements, pour les citoyens et citoyennes, ça fait comme juste partie de quelque chose de l'ère du temps. Alors, ça s'inscrit là-dedans. On est vraiment fiers de contribuer financièrement et d'appuyer la régie dans cette initiative. Le marché public de Saint-Raymond annonce le lancement officiel de sa campagne de financement participative pour la plateforme La Ruche. Cette initiative vise à recueillir 20 000 $ pour concrétiser le projet d'agrandissement du site et la construction de nouveaux kiosques en bois utilisables sur 4 saisons. Et en effet, depuis sa création en 2014, le marché public de Saint-Raymond s'est donné la mission de soutenir et de promouvoir le secteur agroalimentaire de la région de Portneuf en dynamisant le centre-ville. L'ajout du marché public des fêtes en 2023 a d'ailleurs renforcé l'attrait de ce rendez-vous et a incité l'organisation à repenser l'aménagement du site pour répondre à la demande qui est croissante. Situé sur la place de l'Église, en plein cœur du centre-ville, le marché public bénéficiera d'un agrandissement qui permettra d'accueillir un plus grand nombre d'exposants et de visiteurs en bonifiant l'expérience globale durant la saison estivale et aussi durant la période des fêtes. Le projet, qui est évalué à 120 000 $, est soutenu par plusieurs partenaires des secteurs privés et publics. La campagne de financement participatif permettra de compléter le montage financier. Les gens ont jusqu'au 10 juillet 2025 pour consulter la campagne sur le site web de La Ruche. C'est donc ce qui complète le bulletin d'information. Rapidement, Louis-Jean Cormier se donnera en spectacle demain 16 mai à Saint-Casimir au Grand Bois à partir de 20h. Il reste encore quelques billets pour ceux que ça intéresse. Je m'appelle Danick Julien. Merci à Arthur Bordelot, à Luc Robitaille et à Tony Vézina pour leur aide à la technique, également au reportage. On se laisse avec des images du spectacle qui a été présenté au Centre multifonctionnel Roland-Dion il y a maintenant déjà près de 2 semaines. Alors, c'était la chorale là, qui chante harmonie qui était sur place. Voici les images et je vous souhaite de passer un excellent week-end.
sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je